Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui vous écoutez notre format court, les Actus Mode d'octobre et novembre. Diffuser un épisode sur deux, c'est une sélection d'infos récentes qui nous aide à comprendre les liens entre la mode et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. Comme vous allez le voir, la sélection des infos de ce mois-ci est fidèle à l'humeur de 2024, elle donne un peu envie de crier. Mais justement, les enjeux soulevés dans cet épisode montrent plus que jamais les travers de la mode, mais donc où nous pouvons agir pour la corriger. Ici, on y croit et on ne va pas se décourager, alors c'est parti. Si je gagnais 10 € à chaque fois que je parlais de Bernard Arnault dans Couture apparente, eh bien, je ne serais pas la personne la plus riche de France, contrairement à lui, mais j'aurais déjà un petit pactole. L'homme d'affaires, patron de LVMH, propriétaire de Dior, Givenchy, La Samaritaine, de maisons d'édition et de médias comme Le Parisien et j'en passe, a encore démontré qu'il n'aime pas vraiment la démocratie. Souvenez-vous, dans notre dernier format court, il avait interdit au cadre d'LVMH de parler aux journalistes d'investigation. Ce mois-ci, on se régale avec une grande enquête qui vient de paraître chez Le Nouvel Obs, documentant de long en large la proximité d'Arnault avec le monde politique, et particulièrement notre président Emmanuel Macron. Car suite à la dissolution de l'Assemblée en juin, Arnault était d'ailleurs très vexé de ne pas avoir été informé par l'Élysée en amont, et la victoire du NFP, le PDG a fait tout son possible pour influencer la nomination du Premier ministre, car, je cite, « Il ne faut surtout pas qu'il y ait un Premier ministre de gauche ». Bah oui, attendez, on ne va pas respecter la voie électorale d'une nation si ça veut dire augmenter les impôts sur une entreprise qui pèse 86 milliards d'euros. On ne va pas risquer de baisser les revenus d'un homme qui n'est plus que 5e fortune mondiale, alors qu'il a longtemps été premier. Franchement, qui pourrait se remettre d'un drame pareil ? Bref, pour résumer, les multiples tentatives d'influence d'Arnault se sont traduites en appels, réunions et dîners, notamment cet été au fort de Brégançon, où le PDG était attablé avec notre président actuel, mais aussi Nicolas Sarkozy, ancien président dont Arnault était le témoin de mariage, qui est d'ailleurs un multirécidiviste, condamné pour corruption, trafic d'influence et autres joyeusetés. Pendant ce repas, au casting sympathique, Arnault a poussé des suggestions de Premier ministre, par exemple Gérald Darmanin, qui correspondait mieux à sa vision d'un bon gouvernement français, c'est-à-dire un qui se plie aux demandes d'LVMH. Je vous conseille 1000 fois de lire cette enquête de l'Obs, je peux vous l'envoyer si vous n'êtes pas abonné, qui couvre sur un temps long les liens entre Arnault et les politiques français et américains, mais aussi le profil psychologique d'un homme assoiffé de puissance, à l'ego moins résistant qu'un pull Shein après un lavage. Et Arnault a bien formé ses enfants, tous en poste chez LVMH, car il semble qu'il n'est pas le seul à s'intéresser à la politique. L'un de ses fils a été repéré à un meeting de Donald Trump en octobre, pas loin du box des donateurs. Impossible cependant de savoir ce qui a vraiment été fait ou non, mais dans tous les cas, Trump a été réélu. Je vous invite à méditer sur la question la prochaine fois qu'il vous prendra l'envie de donner de l'argent à ces entreprises. On continue avec une nouvelle qui ne choquera personne, mais la dernière Fashion Week l'a confirmé. L'inclusivité a disparu dans la mode mainstream. Après quelques années à adopter une apparence body positive, les marques ont montré leur vraie nature en nous proposant les catwalks les moins inclusifs de ces dernières années en septembre, comme l'a relevé avec désespoir le rapport Size Inclusivity Report de Vogue Business. Sur les podiums parisiens, on a par exemple noté à peine 0,7% de mannequins dits plus size.
Cerise sur le gâteau, l'une des pires marques en termes de pratiques de production et d'impact marketing a senti que 2024 était le bon moment pour faire son grand comeback, j'ai nommé Victoria's Secret. Marque de lingerie à son apogée dans les années 2010, elle est sortie de 6 ans de discrétion suite aux scandales qui ont lié son directeur à des violences sexuelles, du trafic d'êtres humains et de la transphobie. Mais la marque a prétendu faire peau neuve pour relancer son défilé inclusif célébrant les femmes le 15 octobre. Sauf qu'il comprenait à peine 4 ou 5 mannequins qui n'étaient pas straight size et qui étaient en plus couvertes que leurs consoeurs skinny. La marque n'a pas chômé en faisant même appel à des top modèles comme Kate Moss, mais rien ne pourra nous faire oublier les discours violents qu'elle contribue encore à répandre et leur impact sur des millions de femmes et leur corps. Si vous voulez creuser la question du culte de la minceur au-delà de la mode, j'ai cofondé une chaîne YouTube où nous produisons des vidéos-essais culturels avec la géniale Florence Fortune, que vous avez déjà entendue dans le podcast. Et justement, notre deuxième vidéo questionne la culture du régime. Lien dans la description de l'épisode pour regarder ça. S'il y a bien une chose qui n'a pas disparu dans l'industrie, c'est le polyester. Et oui, cette matière, issue de la pétrochimie, dont la dégradation en microfibres plastiques cause de graves dommages à l'environnement et à notre santé, est plus que jamais utilisée par les marques de fast fashion, mais aussi de luxe. La journaliste Katie Robinson a pointé le phénomène dans une vidéo début octobre, donnant l'exemple d'un top Louis Vuitton à 1600 € en polyamide et élastane et autres absurdités. Le tout est confirmé par une étude de la Changing Market Foundation qui mettait le luxe et la fast fashion au même plan quant à leur utilisation alarmante de matières pétrochimiques. Un reminder utile de soutenir les marques qui utilisent des matières naturelles ou tout simplement de ne pas faire d'achats inutiles. Utiliser du polyester et éviter plus de taxes n'empêche pas certaines marques de luxe d'être sacrément radines. C'est ce qu'a durement réalisé l'industrie textile roumaine au cours des derniers mois. Effectivement, le gouvernement a légèrement augmenté le SMIC local, qui est passé à 670 € brut, mais qui reste d'ailleurs trop bas pour de nombreuses personnes qui doivent cumuler plusieurs emplois. Conséquence logique de l'augmentation des salaires, certaines usines textiles, qui sont nombreuses dans le pays, ont augmenté leurs prix. Sauf que ça n'a pas plu aux marques de luxe qui n'ont pas souhaité les payer plus et ont, pour certaines, abandonné leurs fournisseurs. Une enquête de Mediapart relate le cas de l'usine Selezione, au nord de Bucarest, qui a ainsi été lâchée du jour au lendemain par Gucci, groupe Kering, Tod's, d'un groupe du même nom, et Dior, groupe LVMH. Certes, comme s'est acharné à le rappeler une vice-présidente de Gucci, la manœuvre n'est pas illégale. Mais ce n'est pas parce que la loi l'autorise qu'une action n'est pas indécente. En l'occurrence, en abandonnant l'usine qui les a pourtant suppliés, ces marques les ont forcés à fermer et à licencier 152 ouvrières aux conditions financières déjà complexes. L'une d'entre elles a déclaré à Mediapart, en larmes: dites bien aux patrons de LVMH, Kering et Tod's que j'aimerais beaucoup les rencontrer en vrai, qu'ils voient mon visage, qu'ils voient ceux des ouvrières. On a donné notre vie pour cette usine et ils nous ont anéantis en quelques minutes, sans aucune reconnaissance pour le travail accompli. En parlant de rémunération qui s'éloigne un minimum de l'exploitation, vous aviez peut-être entendu parler des grèves menées l'année dernière par des travailleuses textiles au Bangladesh. Ils et elles sont des millions dans le pays et sont un maillon essentiel de la mode. Sauf qu'elles vivent presque tous sous le seuil de pauvreté et auraient besoin de salaires potentiellement 4 fois plus élevés pour faire vivre leur famille. Ainsi, quand l'heure des négociations avec le gouvernement a sonné, des centaines de milliers de travailleuses se sont mobilisées pour faire grève et manifester pendant des semaines. Résultat, 4 manifestants ont été tués par la police et 131 ont été arrêtés. Mais aussi, leurs employeurs et des marques de mode ont porté plainte contre près de 40 000 personnes, pas toutes identifiées, qui risquent la prison. Ainsi, des associations comme Action Aid France et Clean Clothes Campaign exhortent les marques à 1. Se positionner fermement contre les poursuites menées par leurs usines fournisseurs, 2. Retirer leurs propres plaintes s'il y en a. Dans le tracker public mis en place par Action Aid, on remarque le silence assourdissant de Zara, Levi's, H&M, Calvin Klein, Primark et j'en passe. Mais aussi des plaintes directes de la part de Decathlon, Carrefour,
qu'on vous rappelle de toute façon de boycotter, et Kiabi. Kiabi qui a lancé pas moins de 45 plaintes contre des personnes identifiées et 11 200 plaintes contre des anonymes. Quelle surprise venant d'une marque qui aime tant se vanter de son soutien aux familles françaises modestes en leur apportant des vêtements à la hauteur de leurs revenus. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que cette empathie désintéressée ne s'adresse qu'aux personnes vivant dans les pays dits du Nord. Si vous êtes dans un pays dit du Sud et que vous vous mobilisez pour ne pas mourir de faim, apparemment, votre place est en prison. J'ai presque envie de m'excuser car cet épisode est absolument enrageant et que l'époque n'est déjà pas fun. Mais je ne veux pas vous déprimer, je veux vous exhorter à l'action. En soutenant les médias et les associations dont nous avons parlé avec votre argent et ou votre temps, en répandant l'information et en allant protester contre les marques évoquées qui contribuent, encore et toujours, à détruire des vies maintenant et à compromettre notre avenir collectif. Ce niveau d'exploitation, de domination en toute décontraction, ça suffit. Il est temps que la mode prenne ses responsabilités. Mais bref, pour finir sur une note peut-être plus positive, il existe de nombreuses initiatives pour une mode meilleure. On leur donne tout le temps la parole dans le podcast et aujourd'hui, j'aimerais vous en partager une nouvelle. La plateforme de seconde main Vestiaire Collective s'allie avec The Or Foundation pour vendre les créations des designers de Cantamento, marché d'upcycling le plus important au monde, mais aussi au lieu du colonialisme textile. Pour en savoir plus, écoutez notre précédent format court. Alors restez à l'affût sur le compte de The OR dans les prochaines semaines. Ces pièces upcyclées arrivent très bientôt et sont produites par quelques-uns des meilleurs artisans au monde. Car si vous avez des moyens, vous avez aussi une responsabilité de où vous les injectez, quel avenir et quelle personne vous soutenez. Voici donc une occasion de vous engager tout en étant stylé. De rien. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Couture Apparente. Pour m'aider à faire connaître ce projet indépendant et engagé, n'hésitez pas à nous mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre sur coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 21 décembre pour le nouvel épisode de Couture Apparente.